Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur la situation en Amérique latine au premier trimestre 2020. Un point, évidemment, en comparaison avec toute l'évolution de ces 20 dernières années, voir qu'est-ce qui a changé en Amérique latine, où en sommes-nous. Et alors pour ça, on a un invité de marque et en plus que j'adore, puisque je le connais depuis très longtemps et j'apprécie toujours ses fines analyses. Il s'agit de Christophe Ventura. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Christophe Ventura, je rappelle que c'est l'éditeur du site Mémoire des luttes, un site très intéressant avec des articles d'analyse sur l'Amérique latine, mais pas que, aussi sur l'Union européenne, notamment écrit par le compagnero Bernard Cassen. Donc, je vous recommande évidemment d'aller chercher sur Mémoire des luttes. Et puis, Christophe est aussi chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, donc l'institut de recherche présidé par Pascal Boniface. Nous sommes avec Christophe, nous sommes enchantés d'être avec Christophe qui va partager son analyse de l'Amérique latine. Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Je suis ravi d'être avec toi aussi pour cet exercice qu'on va mener à deux, j'espère le plus clairement possible. Oh, le plus clairement, il n'y a pas de doute. Alors, la question, c'est où en est-on? Si on revient à l'histoire, on va dire, récente de l'Amérique latine, donc une Amérique latine qui, durant les années 80-90, a été mise à mal par toute une série de mesures néolibérales. Nous avons vu surgir au début des années 2000 plusieurs gouvernements dits progressistes, ou en tout cas populistes progressistes, national-populaires, qui en tout cas ont complètement changé la donne au cours de la première décennie du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a eu des contre-coups politiques. Certains de ces gouvernements ne sont plus au pouvoir, ont laissé place à des gouvernements qui renouent avec la tradition néolibérale des années 90. Certains gouvernements sont encore en place. Donc, Christophe, aujourd'hui, en ce début d'année 2020, où en est-on? Et la première question va se focaliser sur l'économique. Où en est-on aujourd'hui du panorama économique en Amérique latine? On en est que l'année 2020, en fait, vient clore en Amérique latine, enfin pour l'Amérique latine, une décennie entière de ralentissement économique. Et ça pose le décor pour tout le reste, parce qu'à partir de ça, on va pouvoir ensuite comprendre pourquoi entre 2010 et 2020, il y a eu justement l'inversion de tout ce qui avait pu avancer dans la première décennie des années 2000. La décennie 2010 restera comme une décennie noire, en fait, hein, du point de vue économique pour l'Amérique latine. Ralentissement permanent, 2 années de récession très forte générale, c'est-à-dire pour l'ensemble des pays américains en 2015 et 2016. Et puis là, je voyais il n'y a pas très longtemps que la CEPAL, donc la Commission économique pour le développement de l'Amérique latine, qui est la structure qui fournit tous les gouvernements latino-américains et les Nations Unies, puisque c'est une structure onusienne, la CEPAL, eh bien, nous rappelait que ces dernières années, entre 2014 grosso modo et 2019, puisque les chiffres s'arrêtent là, eh bien, l'Amérique latine a connu ses performances économiques les plus basses depuis au moins 40 ans. Donc voilà où en est la situation économique générale. Donc ça se traduit, et on pourrait faire cas par cas, ça se traduit par des situations économiques qui sont vraiment mauvaises, hein, pour les pays latino-américains, surtout sud-américains, qui sont les pays, on va dire, les plus dépendants finalement d'un modèle de développement qui est basé sur l'exportation, sur le secteur exportateur vers les marchés globaux, chinois, qu'ils soient chinois, européens ou nord-américains, mais qui surtout exportent des matières premières. Et ce sont eux les plus impactés par les mauvaises choses, parce que finalement, tout ça, ça s'inscrit dans les conséquences à long terme et malheureusement assez durable, disons, de la crise systémique du capitalisme mondialisé et des effets qui ont été induits par la déflagration de la crise internationale financière de 2008. Et en réalité, la grande différence entre le cycle progressiste que tu as évoqué et puis celui aujourd'hui qu'on traverse, qui est très compliqué, qui est complexe, qui est hybride, qui est gris, qui est ni noir ni blanc, eh ben, c'est en fait finalement que c'est l'Amérique latine qui émerge dans ce monde que moi j'appelle post-2008, c'est-à-dire post-crise internationale de 2008, et qui provoque des dynamiques partout d'instabilité, d'incertitude et même assez chaotiques, et dont
la désorganisation économique est l'une des matrices incontournables. Et donc, on pourrait égrener la liste, je ne sais pas si tu veux le faire, mais on pourrait parler évidemment du Venezuela, de l'Argentine, du Brésil, du Pérou, enfin tout ce qu'on veut. Enfin, tous ces pays-là sont dans des trajectoires économiques difficiles. Ouais. Alors, ça a un petit peu coupé, mais justement, tu disais, on pourrait égrener la liste, mais finalement, ne l'égrenons pas. Et la question est surtout la suivante. Pardon. On assiste à des produits intérieurs bruts qui stagnent, qui baissent, une croissance qui baisse, un chômage qui monte, une précarité, une pauvreté qui soit stagne, soit remonte. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément sur un pays en particulier, c'est plutôt une tendance générale. Alors, selon toi, à quoi c'est dû ? C'est dû au fait que, ça s'inscrit dans ce que je disais avant, c'est dû au fait que les États latino-américains sont confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, il y a le fait que, comme tu l'as dit, la crise économique dans son ensemble, dont les moteurs sont grosso modo la baisse des volumes d'exportation des pays américains, mais aussi de la valeur de ce qu'ils exportent, c'est très important. Il y a une déflagration, une détérioration continue des prix des matières premières, une volatilité, encore cette année, elles ont perdu de la valeur, que ce soit le pétrole, les minerais, le blé, les ressources naturelles, agricoles, tout ce que tu veux. Donc il y a une baisse du volume des exportations parce qu'il y a une demande internationale qui baisse. Il y a aussi une contraction durable, une baisse du commerce international. Tout ça, ça joue. Baisse du coût des matières premières, pardon, de leur valeur, et puis une baisse de la consommation locale. C'est qu'en fait, tout ce qui avait permis, avec les politiques de redistribution, de relance de la croissance par l'investissement national et la constitution d'une consommation populaire pendant les années 2000, qui avaient été des signatures des politiques, disons, des gouvernements de gauche latino-américains, tout ça a commencé à se rétracter. Donc il y a une détérioration du revenu, tu l'as dit, une stagnation du revenu. Elle est encore, par exemple, cette année, pour donner un chiffre, de moins 0,9%. Il y a revenu par habitant en moyenne en Amérique latine, il y a ça. Il y a des phénomènes d'endettement aussi qui sont importants dans les populations. Et ça concerne toutes les populations qui étaient sorties de la pauvreté dans les années 2000 et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de classe moyenne, mais quand même assez vulnérables, qui peuvent retourner à la classe précédente. Et c'est ça qu'on voit. Donc, moins de consommation, moins de revenus, et donc tout ça enclenche des cycles de dépression qui se traduisent in fine par l'autre chapitre qu'on va certainement discuter, qui est l'émergence de crises sociales dans tous ces pays-là. Oui, tout à fait. Alors, tu aurais pu aussi mentionner finalement des réformes fiscales inachevées, ce qui était un des grands défis qui a fait défaut à tous ces gouvernements progressistes. Alors, tu n'as pas nommé, ça je t'en remercie, qui est le changement de matrice productive, parce que c'est toujours une rengaine contre ces gouvernements, sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire en 10 ans, 15 ans qu'à dire. Il suffit de penser à la révolution industrielle en Europe, c'était 80 ans, c'était pas en démocratie, ça s'est fait dans le sang, ou en tout cas dans une répression féroce, qui n'était pas le pari de tous ces gouvernements. Donc il y a effectivement un problème. Ces gouvernements dépendent, enfin ces pays, excuse-moi, dépendent encore trop certainement de l'exportation de matières premières. Néanmoins, il est quand même très difficile, en plus évidemment d'alimenter une nouvelle industrie de transformation, de changer les cultures économiques. Ça, je crois que c'est très important. Alors, venons-en aux crises sociales et surtout à la recomposition politique du continent. Qu'en est-il ? Quelles sont les nouvelles alliances qui ont surgi sur le continent et pourquoi ? Alors, rapidement sur la crise sociale, on l'a bien vu là à l'automne 2019, à la fin de l'année, que ce soit au Chili, que ce soit en Équateur ou en Haïti depuis 2018. En Colombie, en Colombie, etc. Bon, tout ce qu'on voit dans l'actualité, finalement, qui est un peu, disons, l'écume, enfin, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est les racines profondes, c'est ce dont on est en train de discuter, c'est les mécanismes qui sont à l'œuvre, etc. Alors, dans tous ces cas-là, on voit bien que les gens, finalement, se révoltent. Ce sont des révoltes sociales qui sont des révoltes sociales, justement, contre la cherté de la vie, contre le retour de la pauvreté, qui a réaugmenté en Amérique latine, encore une fois, en temps général, depuis maintenant quelques années, le retour d'un mal qui est
qui est à la racine du modèle latino-américain, qui sont les inégalités sociales, qui ont aussi revenu au galop dans tous ces pays-là. Alors le Chili, évidemment, c'est d'ailleurs un cas archétypal, j'ai envie de dire, de ce truc, puisque finalement, ce pays qui nous montre qu'on peut avoir un modèle de développement qui correspond à des critères orthodoxes du libéralisme, en termes de croissance, de réduction du déficit budgétaire, etc., mais en même temps qui derrière cache une énorme inégalité sociale et de redistribution des richesses. On peut tout à fait avoir des richesses, mais très mal les redistribuer et ne pas être capable de donner le revenu qui est nécessaire à une vie digne pour les gens. Et le Chili, de ce point de vue-là, est un exemple. Donc voilà, tout ça, c'est à l'œuvre. Ça crée des perturbations dans l'ordre géopolitique aussi, parce qu'évidemment, après, on passe de la crise sociale, alors qui prend plusieurs formes. Ici, on va avoir des révoltes, ici, on va avoir des choses moins visibles ou moins éruptives, moins explosives, mais qui créent des tensions dans la société, qui créent un décalage, une déconnexion aussi entre l'adhésion des populations à leur gouvernement. Il y a une grande défiance partout en Amérique latine des gouvernements. Avec des taux de popularité des gouvernements qui sont vraiment très très bas, etc. D'ailleurs, là aussi, il y a une étude qui est intéressante qui a été faite par le Latino Barometro sur la déconnexion qu'il y a. Puis on voit que c'est un phénomène qui touche tous les pays, pas forcément ceux qu'on cible, qui sont ciblés par les médias, etc. Tous les pays connaissent ça. Et en fait, ces crises sociales débouchent rapidement sur des crises politiques, avec des systèmes de déconnexion, finalement, de désaffiliation des opinions publiques et des majorités sociales, surtout avec leur représentation politique. Et c'est ça qui nous amène des crises politiques. Ces crises politiques-là, elles pèsent avec des logiques très centrifuges sur les gouvernements, qui fait que ces pays-là, aujourd'hui en Amérique latine, sont de moins en moins portés en réalité sur les dynamiques d'alliance, d'intégration, d'approfondissement des interconnexions entre eux, trop occupés finalement et enserrés dans les crises nationales, politiques, enfin sociales et économiques. Oui, alors c'est important, je pense, de rappeler à ceux qui nous écoutent que le Latin Baromètre, comme tu le dis, c'est pas une enquête et point barre, c'est des enquêtes suivies depuis plusieurs années, donc au moins on peut comparer par rapport aux années précédentes, puisqu'il s'agit évidemment de la même méthodologie. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les alliances politiques? Est-ce qu'il y a des alliances politiques qui ont émergé, de nouvelles alliances politiques qui ont émergé sur le continent, avec des blocs plus progressistes, des blocs plus conservateurs? Je te perds. Oui, alors si tu m'as perdu, je pense je suis encore là. Oui, voilà, je t'ai perdu, mais j'ai compris, je crois, la question. Enfin, j'espère. Bon, aujourd'hui, on peut dire que depuis, grosso modo, 2015, 16, 17, là, enfin, depuis 2-3 ans, il y a, grosso modo, l'émergence de 3 coalitions en Amérique latine, qui sont quand même des coalitions avec des liens assez volatiles, assez changeants. Et des niveaux d'intensité de ces alliances qui sont aussi assez changeants et pas très forts en réalité. Mais ces 3 sous-groupes, pour moi, c'est lesquels? Il y a le groupe, grosso modo, des pays qu'on va qualifier de pays de droite, conservateurs, et qui se nouent autour de la question vénézuélienne. C'est le groupe qui se retrouve grosso modo à la fois dans le groupe de Lima, dit de Lima, qui regroupe aujourd'hui 12 ou 13 pays, d'ailleurs pas que latino-américains, puisque les Canadiens sont dedans, cornaqués de très près par Washington, qui n'en est pas formellement membre, mais qui assiste au moins par visioconférence à chacune des réunions de ce groupe, mais enfin, qui est le groupe qu'on connaît et qui, en gros, reconnaît Juan Guaido comme président par intérim au Venezuela, qui ne reconnaît plus la légitimité du gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela. Ce groupe, il est un peu dirigé de fait par le Brésil de Jair Bolsonaro. Alors, il est aussi en crise parce qu'il est lié à tout ce qu'on s'est dit avant. Des pays comme le Chili ou l'Équateur n'y sont pas en réalité très actifs parce qu'ils sont trop pris dans la nasse de leurs problèmes locaux. Il y a des pays qui changent. Par exemple, là, l'Uruguay, qui vient d'élire M. Lacachepou, va rejoindre ce groupe. Quand, dans le même temps, un de ses fondateurs de ce groupe, comme l'Argentine d'Alberto Fernandez, a décidé d'y rester formellement, mais pour y développer une ligne qui est aux antipodes de la ligne du groupe de Lima et pour y faire valoir ses positions qui, précisément, visent à prôner un dialogue politique sans ingérence internationale dans la résolution de la crise vénézuélienne, donc pas du tout la ligne du groupe de Lima, mais pourtant ils sont dedans. Donc ce groupe, il existe formellement, il nous indique les pays qui ont des affinités politiques et géopolitiques plutôt de droite, conservatrices,
néolibérale sur le plan économique et social. Ça, c'est ce qui les caractérise, la plupart des pays qui sont dans ce groupe. On retrouve une partie de ces pays membres dans un autre groupe, mais qui a du mal à vivre, qui s'appelle le Forum Prosur, qui est la tentative finalement de finir de tuer l'Union des Nations sud-américaines. Là, je parle pour le cône sud, pour le remplacer par une alliance plus libérale et plus libre-échangiste, mais qui en fait, aussi du fait des problèmes nationaux de ces pays fondateurs comme le Chili, qui a voulu jouer un rôle important dans l'émergence de ce groupe, n'arrive pas à le faire démarrer. Bon, ça c'est un premier groupe, mais comme je dis, il est un peu lent et vivotant, mais il existe. Le deuxième noyau, il était justement dans l'axe Mexique-Uruguay qui s'était constitué il y a encore quelques mois en arrière autour du fait de proposer une alternative dans l'approche de la crise vénézuélienne, qui était une alternative basée sur le respect de la souveraineté du Venezuela, sur la nécessité d'un dialogue entre les parties, dans le cadre d'un accompagnement international qui ne soit pas un accompagnement visant à une ingérence et encore moins à la demande d'un regime change, comme on dit, etc. Bon, aujourd'hui, l'Uruguay va faire défaut, mais en même temps, c'est l'Argentine qui vient se suppléer finalement à Montevideo dans cette philosophie-là. Et il y a un axe qui se met en place entre Buenos Aires et Mexico, avec les deux pays aujourd'hui qui sont deux puissances quand même de la région, qui ont élu à leur tête des présidents qu'on peut qualifier grosso modo, bon là aussi les termes sont discutables, mais enfin grosso modo dans un axe de centre-gauche, on va dire, pour faire court, et qui vise en tout cas à désamorcer les logiques d'escalade et disons les logiques d'exclusion de la scène latino-américaine de pays fondamentaux comme le Venezuela ou Cuba, par exemple, qui sont des pays qui veulent jouer plutôt une sorte de partition, on va dire, latino-américaine, disons relativement autonome dans la gestion de ces problèmes avec des dynamiques régionales et qui veut justement cet axe relancer l'intégration régionale et reprendre les objectifs de l'UNASUR ou de la CELAC, de la communauté des États latino-américains dont on va parler. Oui, ils sont là-dessus. Dans des configurations complexes, parce que c'est des pays qui connaissent beaucoup de difficultés économiques aussi, on l'a dit, l'Argentine est avec le Venezuela, le deuxième pays qui connaît une récession régulière de son économie, qui est étouffée par les choix de Mauricio Macri en matière de dette qui ont projeté le pays dans un endettement ubuesque et insoutenable. Le Mexique qui, lui, vit sous la pression forte des États-Unis de Trump, etc. Donc, c'est compliqué pour ces pays-là, mais enfin, ils constituent plutôt qu'un groupe, il constitue une sorte d'option alternative dans la gestion des problèmes latino-américains. Et puis le troisième groupe, pour terminer, c'est celui justement qui reste un peu autour du noyau des pays de l'ALBA, de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, fondée en 2004 par Fidel Castro et Hugo Chavez, et qui finalement connecte les pays, on va dire, qui ont la diplomatie contestataire la plus marquée, avec Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, l'Équateur en est sorti, puis les pays comme Antigua et Barbuda et deux autres pays caribéens, et qui continuent d'exister, bon, avec toutes les difficultés qui sont celles liées à la situation vénézuélienne, mais enfin qui continuent d'exister comme un espace et un acteur en fait géopolitique dans la région et qui se cimente bien évidemment à la fois dans le soutien et la solidarité au gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro et à la fois dans le rejet de la stratégie américaine pour eux-mêmes et puis plus globalement pour les pays latino-américains dans la période. Alors, on voit évidemment que le Venezuela, finalement, dans la définition de ces groupes, prend une place fondamentale, mais évidemment, il y a aussi des options politiques, des options économiques qui définissent chacun des groupes. Et pourtant, je dirais, une des plus grandes réalisations diplomatiques justement de cette décennie des années 2000 jusqu'au fin de la première décennie du XXIe siècle, c'était la mise en place d'institutions supranationales qui prônaient ouvertement l'intégration régionale. Alors je parle évidemment de la UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui avait été créée, donc, si je ne m'abuse, en 2008, et puis évidemment de la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, qui englobe tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, sans le Canada et sans les États-Unis. Et dans ces organismes supranationaux, finalement, il y avait une coopération, il y avait une tentative d'intégration régionale
pour ne plus dépendre de certains marchés uniquement, pour essayer de renforcer les échanges entre pays latino-américains, voire les coopérations aussi. Où en est-on de l'intégration latino-américaine aujourd'hui? Ce que tu rappelles est très intéressant parce que ça nous montre que vraiment l'époque n'est plus la même, même si finalement une dizaine d'années, c'est pas énorme en termes de temps qui est passé, mais en termes de changement, disons, géopolitique et géoéconomique, c'est énorme. Et encore une fois, pour moi, tout ça, c'est lié à la crise de 2008 où il y a un avant et un après. Tout ce qu'on se raconte là, c'est l'avant 2008. Et c'était quelque chose qui était basé sur une vision à la fois nouvelle et qui s'inscrivait avec une longue tradition qui était celle de l'émancipation et des indépendances latino-américaines. Mais la vision qui était au cœur de l'UNASUR ou de la CELAC, c'était l'idée que tous ces processus, un par un, ne pouvaient à la fois que se solidifier nationalement, que dans une projection de complémentarité, de solidarité avec les autres pays. Et que justement, il fallait construire des outils qui permettaient de réaliser certains objectifs après lesquels courent les pays américains depuis leur indépendance, qui est précisément, par exemple, d'inverser ou de réduire cette dépendance aux marchés internationaux, cette dépendance aux capitaux internationaux à dominante nord-américaine et secondairement européenne, qu'il fallait diversifier les rapports politiques, économiques, commerciaux, culturels et géopolitiques avec les puissances émergentes du XXIe siècle, asiatiques, proche-orientales, etc., africaines. Donc il y avait cette idée qu'il fallait finalement pour consolider et développer les projets nationaux, il fallait les inscrire dans finalement une vision sud-sud de rééquilibrage des rapports et des hiérarchies internationales. C'était ça qui était la base de ces institutions et initiatives d'intégration et qu'il fallait construire par exemple un marché commun. Par exemple, latino-américain, c'était ça qui portait l'idée de l'UNASUR pour la communauté sud, ou du cône sud, pardon, ou la CELAC pour l'ensemble, comme tu as dit, des composantes de l'Amérique latine avec l'Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes et le cône sud. Il fallait finalement appliquer ça, construire les éléments d'un marché commun, des interdépendances plus fortes entre tous ces processus, etc. C'était ça la logique d'ensemble. Et c'est ça qui a en fait été entravé par la crise de 2008, ces effets dont j'ai parlé, etc., et qui a finalement coupé les moteurs qui étaient, disons, ceux des processus dont on parle. Est arrivé après une génération de dirigeants de droite, avec Mauricio Macri en 2015, puis Bolsonaro en 2018, etc., au Pérou et tout ça, qui eux, finalement, dès qu'ils ont compris, contrairement à ce que pouvaient faire, par exemple, les Colombiens et même les Chiliens avec Piñera lorsqu'il dirigeait le pays dans l'époque où la domination des gouvernements progressistes était importante, c'est que même ces pays-là comprenaient l'intérêt de mettre, disons, de sortir l'intégration régionale des logiques d'affrontement idéologique et affinitaire. Ils comprenaient l'intérêt de travailler dans cette perception-là parce que ça leur permettait aussi à eux d'avoir des avantages dans le développement économique de leur pays, etc. Bon, mais ça, quand la nouvelle génération des gouvernements de droite est arrivée au pouvoir, qu'elle est arrivée en position de remettre en cause l'hégémonie des gauches, eh ben, ils ont compris qu'ils pouvaient démanteler ça parce que le rapport de force changeait. Le démanteler au profit de quoi? Bah, d'une autre vision assez classique des élites latino-américaines, qui est que finalement, ce qui est important, c'est de positionner les pays dans une forme d'alignement, une forme de vassalité économique, mais dont les élites locales pensent pouvoir tirer des profits pour elles, sans trop s'intéresser aux conséquences pour le reste de la population. Et on est revenu avec des idées assez classiques d'alignement des pays latino-américains au courant dominant de l'économie mondiale et en particulier auprès des États-Unis. Ça, c'était la ligne qu'avait Macri, c'était la ligne qu'avait Bolsonaro. Et même si leur ligne a été contrariée par la maison mère, c'est-à-dire Washington, puisque Donald Trump, lui, en fait, il rompait avec la tradition de l'establishment nord-américain vis-à-vis des pays latino-américains et un coup de répression commerciale, de répression migratoire, etc., etc. Donc, le jeu, c'est compliqué, mais enfin, ce qui a fait les frais de ce mouvement-là, c'est précisément les institutions d'intégration régionale qui visaient à construire autre chose que l'alignement néolibéral, etc., etc. Et aujourd'hui, bah, tout n'est pas mort, parce que ça existe encore formellement. La CELAC est présidée par le Mexique en 2020, qui veut relancer, comme je dis tout à l'heure avec l'Argentine, les chantiers qui ont été lancés par ces institutions. C'est pas mort. En même temps, c'est dévitalisé
par le poids naturel d'un Brésil, par le poids du Chili, etc. Et puis le fait qu'eux ont aussi lancé d'autres initiatives qui vivotent. Donc on est dans une espèce de situation latino-américaine où il n'y a rien qui est vraiment balayé sèchement, il n'y a rien qui a émergé, qui a remplacé ce qui existait. Il y a des choses qui cohabitent, qui coexistent avec des niveaux d'intensité qui sont malheureusement aujourd'hui assez faibles dans l'ensemble. Et c'est ça la situation, me semble-t-il, du sous-continent aujourd'hui. Bon, comme vous avez pu le voir, il est bavard, mais il est quand même super intéressant. Christophe, merci. Merci Romain. Un bon panorama de l'Amérique latine en ce début d'année 2020. On espère te revoir très bientôt pour que tu nous fasses partager ton expertise sur d'autres sujets en Amérique latine. Quant à vous, eh bien, partagez cette vidéo avec tous vos contacts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le blog www.romainmigus.info. À bientôt.